Aujourd'hui, on va voir quelques principes de base pour écrire du code propre dans n'importe quel langage de programmation. Pourquoi? Parce qu'un code lisible et bien organisé facilite la maintenance, encourage la collaboration et rend notre vie de développeur beaucoup plus agréable. Pour illustrer ces principes, on va révisiter le code du projet Canva en JavaScript et le nettoyer pour le rendre plus élégant et performant. On va commencer par structurer le code, c'est-à-dire l'organiser de manière logique. Tout d'abord, on doit s'assurer que la structure du fichier est claire. Ça veut dire qu'on va déplacer notre code JavaScript dans un fichier et un dossier dédié. Je vais l'appeler main.js et l'importer dans le fichier HTML. Ensuite, on organise le contenu du fichier main. J'ai l'habitude de placer les déclarations en tête de fichier, suivi des fonctions et du point d'entrée. Un autre point important est de limiter le niveau d'indentation pour garder un code lisible. Je te conseille 2 réglages simples. D'abord, je te conseille de mettre en place un marqueur à 80 colonnes qui servira de repère visuel pour savoir quand tu as trop indenté. Et si tu veux, tu peux utiliser une indentation de 4 espaces au lieu de 2, ce qui te découragera encore plus à écrire un code trop imbriqué. Un code propre est comme une histoire qu'on doit pouvoir comprendre sans avoir besoin d'un manuel ou d'un contexte particulier. Ton code doit toujours parler de lui-même, ce qui veut dire que tu dois éviter de le commenter et privilégier un code auto-explicatif. Et si tu dois utiliser des commentaires, assure-toi qu'ils sont vraiment nécessaires. À force de coder, j'ai remarqué 2 choses au sujet des commentaires. La première est que l'envie de mettre un bout de code en commentaire vient du besoin d'avoir une aide-mémoire pour éventuellement réutiliser le bout de code plus tard. Donc on n'a pas besoin de faire ça, parce que Git garde une trace de toutes les modifications. C'est la raison pour laquelle on l'utilise. Tu ne dois jamais donc avoir en production une portion de code mise en commentaire. La seconde est que l'envie de commenter du code au sens d'expliquer est un signe que le nom de la fonction, variable ou classe n'est pas assez explicite. Et c'est pourquoi je préfère parfois être un peu verbeuse dans mes choix de noms pour éviter d'avoir à expliquer le code par un commentaire. Le nom de cette variable, par exemple, est un peu long, très descriptif, mais auto-explicatif. Et c'est ce qui compte. Pour avoir un code auto-explicatif, c'est important de choisir des noms de fonctions et de variables clairs et significatifs. Il suffit d'établir des conventions de nommage et de s'y tenir. En fonction du langage, tu peux d'abord suivre des conventions telles que camel case, snake case, Pascal, etc. Mais il y a aussi des choix plus personnels, en accord avec toi-même et ton équipe. Par exemple, je préfère préfixer le nom de mes fonctions avec des verbes. Pourquoi? Parce que je trouve que getTime, par exemple, est plus clair que time. Là, je vais utiliser le camel case parce que c'est la convention du langage. Et je vais vérifier que le nom des variables et des fonctions me conviennent. Par exemple, je préfère renommer la fonction Joe en JoeLine pour mieux représenter l'action qui est faite dans la fonction. C'est-à-dire tirer un trait d'un point A à un point B. Je vais aussi renommer la fonction job pour mieux représenter la tâche effectuée par la fonction. Et set event listeners en setup event listeners, qui est plus clair à mon sens parce qu'il ne suggère pas une affectation mais bien une configuration. L'erreur la plus courante et facile à faire est la duplication de code, qu'il faut éviter bien sûr. Ton objectif doit toujours être de limiter la duplication de code pour améliorer la maintenabilité et la lisibilité. Toujours les 2 mêmes choses. Ma règle est la suivante. Si je me répète 3 fois, alors je refactor, je remanie le code. Je te conseille vraiment d'attendre d'en avoir réellement besoin et de ne pas introduire d'abstraction ou de segmentation trop tôt. Un peu de répétition, 2 fois, n'est pas si mal si c'est court, si ça rend le code plus lisible et ou si tu sais que les 2 bouts de code évolueront différemment et que in fine, ce ne sera pas une vraie duplication. Aujourd'hui, j'en suis au point, je pense qu'un peu de répétition est même préférable à une mauvaise abstraction. Ceci dit, ce n'est pas le but. Donc que fait-on quand on se répète? On factorise. C'est-à-dire qu'on encapsule le code dupliqué dans une fonction et on l'appelle partout où c'est pertinent. Tout simplement. Je remarque que ces 2 fonctions utilisent le même code. Je vais donc créer une fonction dédiée et l'appeler là où c'est pertinent. Je remarque aussi que je dessine une image sur le Canva à plusieurs endroits dans le code et que j'utilise sensiblement le même bout de code. Donc je vais créer une fonction dédiée au dessin d'une image sur le Canva et l'appeler là où c'est pertinent. Et en parlant d'encapsulation, pense à segmenter ton code en fonctions courtes, ciblées et simples. Pour y arriver, tu dois faire 2 choses. Séparer les responsabilités et éviter les fonctions globales. En ce qui concerne les responsabilités, la clé est de s'assurer qu'une fonction ne fait pas trop de choses. Veille à ce que les tâches qu'elle effectue soient cohérentes, ce qui t'aidera par la même occasion à écrire des fonctions plus courtes, concises, mais aussi à trouver des noms de fonctions clairs et précis. Pour optimiser le code actuel pour la lisibilité et la maintenance, il suffit d'identifier les zones de responsabilité et de les séparer en fonctions distinctes là où c'est pertinent. La fonction setup event listeners, par exemple, a pour objectif d'associer des gestionnaires d'événements, donc des fonctions, à des événements. Or, on retrouve dans le corps de cette fonction la définition de certains de ces gestionnaires d'événements, ce qui n'est pas sa responsabilité. Donc, on va sortir ce bout de code, par exemple, dans une fonction dédiée. Ensuite, évite les fonctions globales, c'est-à-dire les fonctions qui sont disponibles partout dans le programme et peuvent être appelées de n'importe où. Cela peut rendre le code moins modulaire et potentiellement difficile à comprendre parce que toutes les parties du programme peuvent accéder à ces fonctions. Une pratique recommandée est d'encapsuler les fonctions dans des modules ou des objets pour éviter les conflits de noms, organiser le code de manière plus claire et favoriser la réutilisation de code, qui est très importante. Là, on va encapsuler toutes les fonctions liées au Canva dans une classe pour que le code du main, donc le point d'entrée, soit le plus minimaliste possible et masque le comportement du Canva qu'on n'a pas besoin de voir à ce niveau. Cette classe va gérer l'initialisation du Canva, l'historique des modifications, la sauvegarde, la logique de dessin, ses propres événements aussi, tels que les mouvements de souris pour dessiner, etc. Et voilà que le code du main est beaucoup plus clair puisqu'on masque toute la mécanique qu'on n'a pas besoin d'avoir au premier plan et on s'assure que le Canva gère son propre comportement.
La prochaine étape concerne la gestion des erreurs, ce qui implique l'ajout de vérifications et des tests unitaires pour s'assurer que le programme reste résilient face aux erreurs et par la même occasion que le code soit robuste. Et en plus, les messages d'erreur facilitent énormément le débogage, permettent de mieux comprendre les problèmes lorsqu'ils surviennent et donc améliorent la fiabilité du code. Donc c'est important. Là, je vais simplement ajouter de la gestion d'erreurs, notamment quand on ouvre un projet, quand on sauvegarde un projet et quand on téléverse une image. Je vais vérifier qu'on reçoit le bon type de fichier et je vais mettre un message dans la console s'il y a une erreur lors de la lecture du fichier. La gestion d'erreurs implique aussi l'écriture de tests unitaires si c'est pertinent. Les tests unitaires sont particulièrement pertinents pour garantir le bon fonctionnement d'un code critique ou un code intégré à un projet plus large. Ces tests visent à s'assurer que chaque unité de code, généralement une fonction, fonctionne correctement dans différentes situations. Même pour ce tout petit projet, il y a quelques tests unitaires qui seraient pertinents. Par exemple, un test d'intégration du dessin sur le Canva. On pourrait simuler les mouvements de souris pour vérifier que la fonction de dessin modifie correctement le Canva. Je peux le faire à la main, mais je peux aussi écrire un code qui simule le mouvement de souris et qui ensuite vérifie que l'état du Canva correspond à un état de référence. On peut faire des tests concernant la gestion des fichiers. On peut vérifier par exemple que la fonction de chargement de projet ouvre correctement un fichier JSON valide. On peut tester la fonction de sauvegarde pour s'assurer qu'elle crée un fichier JSON avec des données appropriées. On peut faire des tests de gestion des erreurs, simuler une situation où un fichier JSON non valide est téléversé pour voir comment le code gère cette situation. Je vérifie que le fichier reçu est au bon format, mais pas son contenu. Donc il serait bien d'ajouter ça à la liste de corrections à faire dans le futur. On peut aussi simuler une situation où un fichier non image est téléversé et vérifier que l'application gère correctement cette erreur. Là, on a bien un message d'erreur dans la console, mais ce serait bien d'ajouter un retour visuel, un message sur l'interface pour l'utilisateur lambda, disant par exemple que le format de fichier n'est pas pris en charge. Parce que quand on fait une action sur un logiciel ou une application et qu'il ne se passe rien, c'est bizarre. Et l'utilisateur lambda n'ira pas regarder dans la console. Et en parlant d'interface, si elle est importante, on peut aussi mettre en place des tests pour s'assurer que les éléments réagissent correctement aux événements utilisateurs. Et enfin, on peut faire des tests de performance pour mesurer la vitesse d'exécution du code et la consommation de ressources, notamment la mémoire, dans différentes conditions. Il est important de noter que les tests unitaires ne couvrent qu'une partie de la qualité du code. D'autres types de tests, comme les tests fonctionnels et les tests d'intégration, peuvent être nécessaires selon la complexité du projet. Et plus une application est complexe, plus sa performance est importante. Il faut s'intéresser un minimum à la performance de son code, c'est-à-dire la vitesse d'exécution. On peut commencer par optimiser la logique du code, en optimisant les boucles, le type de boucles utilisées et les conditions, mais aussi en utilisant les bonnes structures de données. Je ferai bientôt une vidéo dédiée à ce sujet. On peut aussi penser à optimiser l'utilisation de la mémoire, notamment quand on génère une URL pour pouvoir télécharger le Canva format image en faisant appel à la fonction createObjectURL. Il faut revoquer cette URL quand on n'en a plus besoin pour libérer la mémoire et éviter les problèmes de performance. C'est-à-dire, je vais essayer d'être concise, les langages de programmation, à l'exception du C et C++, ont ce qu'on appelle un garbage collector, un ramasse-miettes en français. Une sorte de programme camion déboueur qui passe régulièrement ramasser les déchets pendant que ton programme s'exécute. Quels déchets me diras-tu? Eh bien la mémoire que ton programme n'utilise pas. Exemple, dans la fonction drawImage, je crée un objet image. Ça signifie que je réserve une zone mémoire pour stocker l'objet. Cet objet n'existe que dans le contexte de cette fonction. Donc, une fois cette fonction exécutée, le garbage collector passe pour libérer la zone mémoire qui n'est plus utilisée, pour qu'elle puisse être allouée pour autre chose. Quand on crée une URL pour un objet, le ramasse-miettes ne gère pas ce cas précis, parce que ce serait contre-intuitif. L'URL générée doit rester valide pour pouvoir être utilisée autant de fois qu'on le veut. Si on le faisait une fois, ce ne serait pas un problème. Mais il se trouve qu'on génère une URL à chaque modification du Canva. Donc si on ne libère pas les ressources, on va générer une fuite mémoire, qui se traduit concrètement par un ralentissement, voire un crash de l'application. On doit donc revoquer ces URL explicitement en faisant appel à revokeObjectURL. Dans la même veine, on peut aussi optimiser la gestion de l'historique de modification du Canva. La liste actuelle peut utiliser énormément de mémoire, surtout si on interagit beaucoup avec le Canva, parce que sa taille n'est pas limitée. On peut donc sauvegarder des modifications à l'infini. L'infini en informatique étant la limite de la mémoire disponible. Il serait donc bien de limiter la taille de cette liste ou d'adopter une approche de gestion d'historique beaucoup plus avancée. On va se contenter de limiter la taille du tableau en définissant une taille maximale et on va utiliser la méthode shift pour imiter le fonctionnement d'une file. La méthode shift va supprimer l'état le plus ancien, donc le premier élément du tableau, quand la limite est atteinte. Une autre optimisation beaucoup moins évidente de la mémoire concerne les gestionnaires d'événements anonymes, particulièrement ici. Lorsqu'on crée une fonction anonyme à l'intérieur d'une boucle, une nouvelle instance de la fonction est créée à chaque itération. Chaque instance de la fonction a sa propre portée et ses propres valeurs, même si le corps de la fonction est le même. Ce qui veut dire que dans notre exemple, une nouvelle fonction est créée pour chaque élément retourné par ce sélecteur. On aura donc 6 copies. Chacune de ces copies a son propre contexte, même si la fonction est identique à chaque itération. Utiliser des fonctions anonymes dans ce contexte peut donc consommer beaucoup de mémoire, surtout si la boucle est exécutée un grand nombre de fois, car chaque copie de la fonction consomme de l'espace mémoire. Pour optimiser ça, on va utiliser une fonction nommée à l'extérieur de la boucle et la réutiliser dans l'écouteur d'événements. Ça empêchera la duplication de la fonction à chaque itération. En utilisant la même fonction pour tous les éléments, on économise de la mémoire. Tout ça est très bien, cependant il faut garder à l'esprit que cette optimisation précise peut être négligeable dans plusieurs cas. Il est généralement recommandé d'optimiser en fonction de la lisibilité du code avant tout, à moins que tu n'identifies des problèmes de performance spécifiques, ce qui est souvent le cas pour les applications qui ont beaucoup de trafic.
On ne remarquera pas l'impact de cette optimisation pour cette application précise, parce qu'elle n'a pas de trafic et parce qu'elle est trop peu complexe. Là, on duplique une ligne de code et en plus c'est une affectation, donc c'est pas ça qui va casser l'ordinateur. La version 1 de ce bloc de code est plus lisible que la version 2, car le comportement complet est décrit dans le bloc, alors que la version 2 requiert de faire un saut pour consulter séparément le corps de la fonction qui gère l'événement. Dans cet exemple, tu me diras, ça va, elle est juste au-dessus. Oui, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Elle ne sera pas forcément à proximité, dans le même fichier ou même dans le même module. Ceci dit, l'idée même d'avoir plusieurs copies de la même fonction, même si c'est une ligne, me semble aberrante, donc je fais quand même l'optimisation. On peut aussi faire quelques autres optimisations liées à la connaissance du langage de programmation. On peut s'intéresser à la gestion des événements, puisque actuellement il y a plusieurs gestionnaires d'événements. J'aimerais préciser donc que l'utilisation excessive d'événements peut ralentir les performances. C'est pourquoi il est bénéfique quand c'est possible d'associer plusieurs événements à un seul gestionnaire, pour réduire le nombre d'écouteurs. Là, on peut associer ces deux événements à la même fonction. Et enfin, avec JavaScript, il faut aussi penser à optimiser les requêtes DOM quand c'est possible. Les requêtes DOM, donc typiquement tous ces sélecteurs, peuvent être très coûteuses en termes de performance. Donc c'est bien de les stocker dans des variables quand c'est possible pour éviter des requêtes fréquentes. En plus de ça, dans ce cas précis, je récupère des éléments avec un identifiant unique. Je peux donc utiliser getElementsById qui est beaucoup plus performant, parce qu'elle a une complexité constante alors que la méthode querySelector a une complexité linéaire. On discutera de la performance et de la complexité dans une vidéo dédiée dans quelques semaines. On a donc parcouru les principes généraux pour transformer un code brouillon en un code clair et flexible. Garde à l'esprit que ces principes sont indicatifs. C'est difficile et délicat de donner des conseils sur le code propre, car la structure précise du code dépend toujours du contexte spécifique de l'application et des préférences de ton équipe. Le code doit être propre, mais pas trop. Il doit faciliter la maintenance et l'évolution de l'application sans être trop segmenté ou contenir trop d'abstractions. Parce que ça introduit une structure et donc une rigidité qui est bonne pour l'organisation et la robustesse du code, mais qui peut ralentir le travail de maintenance. Si ça a l'air propre, n'y touche pas. Si ça a l'air sale, nettoie-le. Et n'oublie pas que programmer est un processus itératif, c'est tout à fait normal d'y aller pas à pas. Dis-moi en commentaire quelles sont tes règles pour écrire du code propre, je te lirai et je te répondrai. À très vite.